Des nouvelles horribles en ce vendredi 13 juin 2025. Apparemment, pendant la nuit, aux premières heures du matin en Iran, le régime terroriste israélien a frappé la capitale iranienne et d'autres sites, en particulier les installations nucléaires de l'Iran, avec une force de missiles sans précédent. Il semble que des avions, des chasseurs, aient également été impliqués, bien qu'à l'heure actuelle, il soit encore totalement incertain de savoir comment tout cela a été exécuté. La seule chose que nous sachions jusqu'à présent, c'est qu'il y a eu beaucoup d'explosions dans la capitale. Il y a de graves dégâts à l'installation nucléaire de Natanz. À quel point c'est grave, nous ne le savons pas. Nous savons que les Iraniens sont en contact avec l'AIEA, l'organisme de surveillance nucléaire, et qu'ils essayent de surveiller et d'évaluer la situation pour déterminer s'il y a une fuite de radiation ou non. Il s'agit de la plus grande escalade jamais vue dans le conflit entre Israël et l'Iran. C'est la plus grande frappe aérienne jamais réalisée. Certains commentateurs israéliens sur X essayent de relativiser en disant « Oh, les Iraniens nous ont aussi attaqués il y a quelques mois. » Mais non, les Iraniens ripostaient contre Israël après qu'Israël ait assassiné des personnes à Téhéran et après qu'Israël ait attaqué le consulat et le bâtiment de l'ambassade d'Iran à Damas à l'époque. Embassy building in Damascus at the time. Now this is an out of the blue attack. Ceci est une attaque totalement inattendue, un acte de guerre, un acte d'agression absolue, et sans aucun doute une escalade majeure et horrible. Je ne vois pas comment cela ne pourrait pas être le début d'une guerre entre l'Iran et Israël, et par implication également les États-Unis, ce qui est évidemment ce qu'Israël prépare. On entend dire que la frappe israélienne a été très réussie. Ils ont réussi à tuer 2 hauts dirigeants iraniens, dont le général Hossein Salami, le commandant en chef des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Cela semble également confirmé par la partie iranienne. Il y avait un doute quant à savoir si un deuxième haut général avait été tué, mais cela semble aussi être le cas. Le général de division Mohammad Bagheri, le plus haut gradé militaire iranien, tous 2 tués. De plus, des scientifiques nucléaires ont été assassinés dans leur sommeil, dans leur quartier, chez eux, à cause de cette attaque surprise d'Israël. Il y a également eu toutes ces explosions, des explosions majeures en Iran. Voici l'autre homme qui a été tué, M. Salami. Il faut reconnaître que les Israéliens ont réussi à déjouer toutes les défenses aériennes iraniennes, sans aucun doute. Et cela représente, bien sûr, non seulement une escalade majeure, mais aussi, dans une large mesure, une humiliation pour l'Iran qui n'a pas pu intercepter ou empêcher cela. Nous savons que des bâtiments civils ont été touchés à Téhéran. Ici, on en voit un en train de brûler. Vous voyez à quel point ces explosions sont ou étaient imposantes. Nous savons que des enfants sont morts lors de cette attaque. Les médias occidentaux répètent actuellement, ou citent, Benjamin Netanyahou, qui a donné une conférence de presse alors que l'attaque était en cours et a qualifié cela d'attaque préventive contre l'Iran. Le mot « préventive » est désormais l'adjectif également repris par plusieurs organes de presse. Pour l'instant, nous constatons encore différents types de couverture médiatique selon les médias. Il semble donc que la note de service n'ait pas encore été diffusée concernant la manière exacte de qualifier cette guerre d'agression flagrante, cette attaque contre un autre État membre de l'ONU. Pour l'instant, plusieurs descriptions circulent, mais il semble que le terme « préventif » soit de plus en plus utilisé. Bien sûr, le mot « préventif » rappelle la façon dont les États-Unis ont justifié l'attaque contre l'Irak en 2003, car « préventif » est en réalité un concept de la soi-disant théorie de la guerre juste, qui avait été invoqué à maintes reprises en 2003 pour justifier l'attaque contre une autre nation souveraine.
Il semble qu'Israël tente aujourd'hui de créer exactement le même type de récit, à savoir que l'Iran n'était qu'à quelques mois de produire effectivement une arme nucléaire. M. Netanyahou, lors de sa conférence de presse, a en fait évoqué la capacité des Iraniens à construire 9 bombes nucléaires et a affirmé que cette menace était une menace imminente pour Israël. Le mot « imminent » est encore une fois très important, car la seule façon, selon la théorie de la guerre juste, de justifier une soi-disant attaque préventive est que la menace pour votre propre pays soit imminente. Mais pour que cela soit préventif et imminent, en réalité, l'armée de l'autre camp doit déjà avoir massé des troupes à la frontière et déclaré ses intentions. Donc c'est complètement absurde, bien sûr. C'est totalement absurde. Il s'agit d'une agression non provoquée des Israéliens contre les Iraniens. Et cette fois, c'est véritablement et totalement non provoqué, car rappelons-le, des négociations étaient en cours. Dimanche, en fait, M. Vitkov des États-Unis devait rencontrer pour la 6e ou 7e fois les Iraniens à Oman et poursuivre les discussions sur le nucléaire. Donc, alors que les Américains sont encore en pourparlers avec les Iraniens, Israël a maintenant décidé de frapper. Donald Trump aurait apparemment donné une interview à la presse et déclaré que les États-Unis n'étaient pas impliqués, qu'ils avaient été informés par les Israéliens qu'une frappe était imminente, mais qu'ils n'y étaient pas eux-mêmes impliqués. Que nous voulions le croire ou non, c'est une autre question. Je ne pense tout simplement pas que les Américains puissent ne pas être impliqués dans cette affaire. Ils ont dû au moins donner leur feu vert à cette frappe. Et nous voyons, vous savez, des immeubles résidentiels ciblés par les Israéliens. Bien sûr, un crime de guerre. Le ciblage de civils est interdit par le droit international. Et le ciblage de zones civiles est un crime de guerre de plus. Je veux dire, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas déjà commis un génocide depuis 2 ans à Gaza, mais ils continuent simplement leur héritage implacable de crimes de guerre dans leur quartier. La façon dont ils ont ciblé des quartiers à Beyrouth, la façon dont ils ont détruit presque tous les bâtiments à Gaza, les infrastructures civiles. Ils commencent maintenant à bombarder des infrastructures civiles en Iran, à Téhéran, et c'est absolument horrible. Beaucoup de gens me demandent en ce moment pourquoi cela se produit. Et la raison invoquée par M. Netanyahou est bien sûr la soi-disant menace nucléaire, mais c'est totalement absurde. Ce n'est tout simplement pas vrai. Nous savons que les Iraniens ont répété à maintes reprises qu'ils ne cherchaient pas à développer des armes nucléaires. Ils sont en pourparlers avec les Américains. Ils ont accepté des discussions avec les Américains. Ils sont également disposés à dialoguer avec d'autres. Les Russes ont déclaré qu'ils étaient prêts à interagir avec les Iraniens et à agir comme médiateurs. Un accord et une entente entre toutes ces puissances afin de parvenir à une forme de compréhension sur la question nucléaire était sur le point d'aboutir. Cela n'a rien à voir avec les véritables capacités nucléaires de l'Iran et tout, absolument tout, à voir avec le timing. Parce qu'en ce moment même, Israël est en train de perdre la bataille pour les cœurs et les esprits de l'Occident. Au cours des 2 ou 3 dernières semaines, nous avons assisté à un changement de récit dans les médias, car les manifestations en faveur de la Palestine et contre le génocide commis par les Israéliens ont pris une telle ampleur que dans des pays comme la France, on voit d'immenses manifestations de masse. Il y a même des concerts entiers organisés pour mobiliser le soutien à la Palestine. Et cela s'est répercuté dans les médias, au point que même Piers Morgan critique désormais les actions d'Israël. Piers Morgan is now critical of the actions of Israel. The protests, this one here is in Rome. Les manifestations, celle-ci a lieu à Rome, l'autre était à Paris, n'est-ce pas? Ces manifestations prennent de l'ampleur, elles grossissent. Les médias en parlent,
et Israël est enfin, pour la première fois dans des capitales et des États européens très importants, qualifié de l'État maniaque génocidaire qu'il est. Et c'est nouveau pour Israël. Un tel retour de bâton, il ne l'avait pas connu depuis longtemps. Alors, quand on est dos au mur, que fait-on? Eh bien, on redouble d'efforts. Ce dont Israël a besoin avant tout maintenant, c'est d'une contre-attaque de l'Iran. Ils ont mené une attaque massive contre l'Iran, parce qu'ils veulent une contre-attaque massive, car ils savent alors que certains de leurs militaires mourront et que certains de leurs civils mourront. Et ensuite, Israël prétendra que l'Iran perpètre un génocide. Il faut comprendre que l'Iran, jusqu'à présent, ces dernières années, a fait preuve d'une extrême proportionnalité dans l'usage de la force. Ils ont répondu à la force par la force, et ils ont tenté de riposter aux attaques contre leurs infrastructures par des attaques contre les infrastructures de l'autre camp, afin de ne pas se laisser intimider jusqu'à une soumission totale par quelque force qu'Israël et les États-Unis essayent d'imposer. Mais ils ont toujours fait preuve d'une extrême retenue. Lorsque les États-Unis ont tué, à l'époque, le général de leur garde, de l'armée iranienne, M. Soleimani, les Iraniens ont effectivement riposté contre une installation militaire américaine, je crois que c'était en Irak, mais ils se sont assurés de ne tuer personne, et ils en sont restés là. Lorsque les Israéliens ont attaqué l'ambassade iranienne à Damas il y a environ 6 mois, l'Iran a riposté contre Israël, mais en veillant à ne cibler que des infrastructures militaires. Ils ont fait preuve d'une extrême retenue. Mais maintenant qu'Israël a effectivement ciblé leurs installations nucléaires, vous pouvez être sûr que les Iraniens choisiront une cible similaire à l'intérieur d'Israël. Israël possède des réacteurs à eau lourde, quelque part dans l'un de ces déserts, et exploite de telles installations. L'Iran peut les cibler. S'ils le font, les Israéliens affirmeront qu'un holocauste nucléaire est en cours. Et ils utiliseront toutes leurs machines de propagande pour rallier les Européens et les Américains à une guerre contre l'Iran, car c'est la seule chose qui peut les sauver. À ce stade, les Iraniens et le programme militaire iranien ont été frappés, et frappés durement. Et cela nous montre que l'Iran n'a apparemment aucune capacité à empêcher de telles attaques d'atteindre même sa capitale, d'atteindre même ses infrastructures les plus critiques. C'est un énorme problème. D'un autre côté, les Iraniens ont préparé d'énormes systèmes de missiles. Comme nous l'ont également rapporté des journalistes tels que Max Blumenthal et d'autres qui s'y sont rendus récemment, les préparatifs concernant le programme de missiles non nucléaires, les missiles à charge conventionnelle, sont vastes et répartis dans tout le pays. Une frappe contre Israël est tout à fait envisageable, tout à fait possible. Et l'Iran a prouvé qu'il en était capable lors des frappes. C'était quoi, il y a 4 ou 5 mois, qu'ils ont mené avec succès, et ils ont percé le dôme de fer, et ils l'ont percé de manière assez importante. De nombreux missiles iraniens ont effectivement touché Israël, donc ils peuvent aussi le faire. Ce que cela montre, c'est que aucun de ces deux pays n'a la capacité de neutraliser l'armement offensif de l'autre, et que tous deux peuvent être frappés. Voilà, c'est tout l'enjeu d'Israël. Israël attend maintenant d'être frappé par l'Iran afin de pouvoir à nouveau obtenir un soutien inconditionnel. La seule chose qui pourrait arrêter Israël dans sa folie génocidaire à ce stade, ce serait en réalité une réaction des Européens et, espérons-le aussi des Américains, à laquelle ils ne s'attendraient pas, à savoir l'absence de soutien. En ce moment, aussi triste que cela me rende, la communauté internationale semble réagir de manière très prévisible en disant « Oh, toutes les parties doivent faire preuve de retenue ». Il y a eu un rapport tout à l'heure concernant M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui aurait apparemment déclaré que l'Iran, que toutes les parties, devraient faire preuve de retenue et ne pas escalader la situation.
All sides should stand down and should not escalate. There were pictures on X, on Twitter about Il y avait des photos sur X, sur Twitter, concernant l'Iran qui ripostait contre Israël. D'après ce que je peux voir pour l'instant, cela semble être de la fausse information. Les images qui circulent sur X datent d'il y a 6 mois, lorsque l'Iran avait pour la première fois riposté contre Israël avec ses missiles. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de nouvelles images de frappes iraniennes réelles contre Israël. Pour l'instant, il semble que l'Iran n'ait pas lancé de contre-attaque, mais cela pourrait ne plus être le cas ou être déjà dépassé au moment où cette vidéo sera publiée, car il est clair que l'Iran a promis, l'ayatollah Khamenei l'a dit, que l'Iran riposterait très fermement. Les États-Unis ont de nouveau affirmé qu'ils n'étaient pas impliqués dans cette affaire. Et le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré qu'il n'avait pas aidé lors des attaques. Mais même s'il n'était pas impliqué, si Donald Trump affirmait qu'ils avaient connaissance de l'attaque, cela signifierait bien sûr la fin des négociations nucléaires avec l'Iran. Je veux dire, ne pas être averti par son partenaire de négociation d'une frappe imminente contre précisément ce sur quoi portent les négociations est d'une duplicité extrême. Je ne peux pas imaginer que les Iraniens soient encore disposés à rencontrer les Américains dimanche, même si apparemment M. Trump ou les Américains ont déclaré qu'ils s'attendaient toujours à ce que les négociations nucléaires se poursuivent. Ces deux personnes, ces deux généraux militaires également, qui ont été tués, et CNN l'a rapporté, et je dois dire bravo à CNN de l'avoir fait, pas celui-ci ici, pas M. Bagheri, mais M. Salami, qui est en gros l'équivalent du chef d'état-major interarmé américain, a été tué dans cette attaque. C'est aussi une stratégie très typique d'Israël, celle des frappes de décapitation. Les Israéliens aiment se considérer comme brillants lorsqu'ils ciblent la direction militaire, et la direction en général, de leurs adversaires. Ils ont bien sûr tué tous les dirigeants du Hamas. Ils ont tué les chefs du Hezbollah. Ils s'en prennent directement aux dirigeants. C'est, encore une fois, une attitude très israélienne. Car si l'on compare cela à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les deux camps, les Russes et les Ukrainiens, se sont abstenus d'attaquer les plus hauts dirigeants, civils et militaires de l'autre camp. Bien que les Ukrainiens soient ceux qui assassinent des généraux à Moscou lors de ce genre d'attaque furtive, ils ne se sont pas attaqués au tout premier échelon, et les Russes non plus. En général, lors des guerres, il existe une incitation à ne pas frapper les dirigeants de l'autre camp afin de ne pas être soi-même visé. Mais il semble qu'Israël cherche justement à provoquer cela en ce moment, une contre-attaque contre leur direction militaire ou contre leur direction en général, encore une fois, afin de jouer la carte de la victime. Ce dont Israël a besoin, ce que veut Israël, c'est de récupérer sa carte de victime, car il a perdu cette carte, du moins en Europe et aussi aux États-Unis. La carte de victime devient extrêmement fragile ou de plus en plus inutile, et Israël en a besoin à nouveau. Donc ce qu'Israël attend, c'est de pouvoir rejouer le rôle de la victime. Et je vous assure, je vous garantis, qu'en ce moment, les médias en ligne sont remplis de partisans d'Israël qui disent « Oui, c'est formidable, et nous frappons au cœur du mal. » Et dès qu'une contre-attaque surviendra, et dès qu'un premier Israélien mourra, ils affirmeront qu'il s'agit d'un génocide, de façon flagrante, directe, immédiate, et ils exigeront le soutien et la soumission de la part de pratiquement tout le monde. Et vous pouvez également être absolument certain qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit désormais tenir une réunion d'urgence, je suppose que cela se produira dès que ce sera le matin à New York, car c'est leur rôle, vous pouvez être sûr que les États-Unis, et probablement aussi la Grande-Bretagne, opposeront leur veto à toute résolution condamnant les actions d'Israël. C'est absolument évident. Ce qui se passera ensuite, c'est que l'Assemblée générale de l'ONU tiendra une réunion d'urgence.
et une résolution sera élaborée, et cette résolution sera adoptée parce que les États-Unis et la Grande-Bretagne n'y ont pas de droit de veto. Mais Israël va alors accuser l'Assemblée générale d'antisémitisme. Et il y aura désormais d'énormes pressions exercées sur tous les pays européens, y compris mon pays d'origine, la Suisse, pour qu'ils s'abstiennent de voter sur une telle résolution ou qu'ils votent contre. Nous verrons comment ce jeu de pouvoir va évoluer. Mais il est absolument certain que demain matin, ce que nous entendrons des capitales européennes, c'est qu'elles appelleront toutes les parties à la retenue. Toutes les parties devraient s'abstenir d'escalader. Toutes les parties, c'est ce que nous lisons avec certitude. Et si l'Iran riposte alors contre quoi que ce soit, en particulier s'il tente de cibler les installations nucléaires d'Israël, nous verrons si, oui ou non, les médias en Israël et en Europe feront à nouveau semblant qu'il s'agit d'une attaque non provoquée. Car encore une fois, permettez-moi d'être très clair, il s'agit d'une attaque non provoquée contre l'Iran. L'Iran est en train de négocier avec les Américains. Ils dialoguent, ils sont prêts à discuter, et ils ont répété à plusieurs reprises qu'ils ne cherchent pas à obtenir la bombe nucléaire. L'attaque d'Israël ici constitue une escalade visant à permettre à Israël de sortir de cette catastrophe totale qu'ils ont eux-mêmes provoquée, car ils ne peuvent plus remettre le génie dans la bouteille. Ils ne peuvent pas effacer le fait qu'ils commettent un génocide contre les Palestiniens. Ils peuvent remporter des batailles sur le terrain, et ils ont effectivement eu du succès en Syrie et en Libye, mais le préjudice réputationnel pour Israël est immense. Et la seule chose qu'ils souhaitent désormais, c'est une escalade militaire et l'engagement des États-Unis, et de préférence aussi de certains pays européens, dans une grande guerre civilisationnelle contre pratiquement tous ceux qui les entourent et qui oseraient ne serait-ce que penser à s'opposer à eux. Il s'agit d'un régime fanatique et fasciste, et il se retrouve à nouveau dos au mur, dans une situation extrêmement difficile. Si les Européens ne réagissent pas comme, et surtout si les Américains ne réagissent pas comme, Israël s'y attend, alors ils auront un problème encore plus grave. Ainsi, beaucoup de choses qui vont se passer dépendront de la réponse de l'Iran. S'ils sont capables de réagir, de quelle manière et comment ils vont désormais aussi négocier, bien sûr, avec leurs alliés, avec les Russes, et quelle sera la décision politique concernant la façon dont cette attaque sera répondue. Il faut aussi dire que nous ne sommes pas encore sortis d'affaire, parce que je dois aussi vous montrer cela. Les Israéliens déclarent officiellement qu'il ne s'agit pas seulement d'une opération d'une journée. Netanyahou a déclaré que l'opération Lion émergent avait frappé la principale installation d'enrichissement de l'Iran. Le fait qu'il a également précisé qu'il s'agissait d'une opération sur plusieurs jours. Donc, naturellement, si cette attaque d'Israël se poursuit et si d'autres sites sont touchés, alors l'Iran n'aura d'autre choix que de commencer immédiatement à riposter contre les lieux d'où proviennent ces attaques. CNN et d'autres médias rapportent qu'il existe désormais un risque d'escalade vers une guerre plus vaste au Moyen-Orient. C'est déjà une guerre au Moyen-Orient. C'est la guerre. Israël vient de déclencher la guerre. La Grande Guerre du Moyen-Orient vient d'être déclenchée par Israël par son attaque non provoquée contre l'Iran. Et vous l'entendez de ma part. Je veux dire, c'est encore une fois absolument horrible. C'est encore une fois une guerre inutile, totalement et complètement évitable, menée par un régime d'apartheid, un régime d'apartheid génocidaire et d'injustice, qui essaie maintenant d'éliminer le plus grand de ses opposants. Et encore une fois, l'Iran était le dernier des 7 pays sur cette liste néoconservatrice américaine de gouvernements ciblés pour un changement de régime. Donc, nous y voilà. Les néoconservateurs ont gagné. Lindsey Graham,
a déjà publié sur Twitter que cela avait commencé et qu'il fallait prier pour Israël. Il a littéralement dit « Priez pour Israël ». Je ne comprends pas cela. Depuis quand prie-t-on pour l'agresseur, pour celui qui déclenche une guerre? Bien sûr, si vous êtes un néoconservateur américain et que vous avez déclenché toutes ces guerres, alors vous n'avez que de la sympathie pour d'autres psychopathes qui lancent des guerres contre des gens que vous n'aimez pas. Mais oui, nous y voilà. Les néoconservateurs ont obtenu leur prochaine guerre. Et c'est, mesdames et messieurs, une guerre au Moyen-Orient. Et si les États-Unis sont entraînés là-dedans, alors nous savons que la seule lueur d'espoir, c'est qu'il y aura un sursis pour Taïwan, parce que les États-Unis seront désormais occupés avec l'Ukraine et avec l'Iran, et n'auront probablement pas beaucoup de temps à consacrer à la préparation de leur troisième théâtre. Bien que nous sachions que les néoconservateurs aux États-Unis en parlent, et ont écrit des articles affirmant que les États-Unis peuvent gérer même 3 théâtres en même temps, n'est-ce pas? Ces gens sont absolument malades. Ils sont malades jusqu'à la moelle. Non seulement pourris mentalement, mais aussi psychologiquement malades, jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et la seule question est de savoir comment l'Iran va répondre, et s'il a la capacité de répondre de manière suffisamment forte pour que cela s'arrête. En ce moment, les options sont vraiment mauvaises. S'ils ne réagissent pas, alors Israël considérera cela comme une invitation à détruire davantage et à attaquer encore plus. Et s'ils réagissent, alors Israël s'en servira comme excuse pour prétendre qu'un holocauste est en train de se produire contre eux, même s'ils en sont eux-mêmes à l'origine. Ils feront cela aussi sûrement que la nuit suit le jour. C'est absolument clair. Mes prières et mes vœux de rétablissement à tous en Iran, et j'espère que les gens seront en sécurité. J'espère du fond du cœur que les dégâts causés aux installations nucléaires ne provoquent aucune fuite de radiation nucléaire, et que cela s'arrêtera le plus vite possible, et que les pertes civiles seront aussi faibles que possible. Mais je ne vois pas comment cela ne constitue pas le début, comment cela n'a pas déjà constitué le début de la prochaine grande guerre au Moyen-Orient. Triste temps en ce vendredi 13.